Bonjour, mon nom est Jocelyn Pinet. Je suis un auteur, un conférencier, un consultant. Je travaille avec des organisations un peu partout dans le monde, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie. J'aide les gens à comprendre les problèmes auxquels ils font face et à trouver des façons d'y répondre. Je dirais que mon métier m'amène à travailler avec des gens dans toutes sortes d'industries. Ce sont des gouvernements, des entreprises qui font des ventes de produits laitiers frais, ils vendent des voyages en avion, d'assurance, des services bancaires. Ils sont donc dans toutes sortes d'industries. Et en même temps, il y a une constante à tout ça. Tout ça, c'est que les gens, c'est humain. Les entreprises sont humaines, d'abord et avant tout. Et que peu importe où on est dans le monde, il y a toujours des gens. Par contre, quand on travaille avec des gens qui viennent de différentes cultures et de différents milieux, la langue est parfois un problème. On a évidemment des gens qui parlent un peu français, un peu anglais, mais c'est rarement leur langue maternelle. Et donc, pour aider les gens à comprendre les situations auxquelles ils font face, j'ai souvent été appelé à faire appel à des exemples, mais des exemples qui parlaient à tout le monde. Et pour moi, ce qui était évident, c'est que la nature parle à tout le monde. Il y en a partout de la nature, tout le monde connaît ça. Et donc, j'ai graduellement trouvé des exemples qui amenaient les gens à comprendre des comportements humains, mais avec des analogies qui étaient issues de la nature. Et donc, j'ai écrit un livre qui s'appelle Nature humaine, ou Human Nature en anglais, et qui présente aux gens des façons de voir la vie ou de comprendre comment nous, les humains, on agit dans certaines conditions. Je vous disais tout à l'heure que mon métier est d'aider les gens à comprendre les problèmes auxquels on fait face, trouver des façons d'y répondre, et que si partout sur la planète on avait des humains, ils sont bien sûr tous différents, mais en même temps, je trouve qu'on est pas mal semblables, tout le monde. On a tous envie d'avoir des vies qui sont productives, de contribuer à la société, d'avoir le sens qu'on fait une différence et qu'on se sent nourri par la vie. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je remarque que souvent, ce n'est pas le cas. On a plutôt l'impression que c'est la vie qui nous mène et que ce n'est pas nous qui menons notre vie. Et ça, ça me semble assez universel. On a souvent des difficultés à comprendre comment se poser dans la vie, comment atteindre ce qu'on veut, comment répondre, je dirais, à des envies qui sont assez profondes chez nous, les humains. Je pense qu'un des problèmes, c'est qu'on n'ose pas beaucoup. Je vous donne un exemple, ça va être plus facile à comprendre. Imaginez, on a une salle, le Capitole, Place des Arts, 2000 personnes dans une salle, je suis sur scène, caméra, lumière, écran, et je demande un ou une volontaire. Mettez-vous à la place des gens dans la salle, il faut imaginer qu'il n'y a pas de foule. Des adultes, ils vont regarder leurs ongles, leurs pieds, ils s'intéressent aux voisins tout d'un coup. Je peux demander ça 4, 5, 6, 7 fois. Ça peut prendre 1 minute, des fois 2 minutes. Et je dis que je ne peux pas continuer ma présentation tant que je n'ai pas un ou une volontaire qui se joint à moi sur scène. Et finit évidemment, il va y avoir un brave qui vient éventuellement et qui monte sur scène. Et à ce moment-là, cette personne-là, je lui demande son nom, je la présente, je lui donne un cadeau et je lui dis merci, c'est tout, vous pouvez descendre. Les gens restent un peu l'air bête en disant c'est tout. Je dis oui, c'est tout. Évidemment, dans la salle aussi, on a un petit air perplexe. C'était ça, c'était pour me faire donner un cadeau. Alors, je pose la question, puis je vous la pose à vous aussi. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, si j'avais demandé un ou une volontaire? Je peux imaginer que, comme la plupart des gens, vous seriez resté assis sur votre chaise. Pourquoi? Bien, la plupart des gens disent qu'est-ce qui va m'arriver? Je ne veux pas avoir l'air fou, je ne veux pas être ridicule, moi, j'ai peur d'être en public. C'est la plupart des réactions qu'on a, les humains. Parlons de la même situation. Sauf qu'au lieu d'avoir des adultes devant moi, j'ai des enfants qui ont 7 ans, 8 ans, 9 ans. Qu'est-ce qui arrive quand je demande un ou une volontaire? Moi, ils veulent tous venir en même temps. Je dis non, les amis, là, juste un. Qu'est-ce qui arrive entre l'âge de 7 ans et l'âge de 27 ans? Dans la vie, tu apprends que quand tu lèves ta main pour te porter volontaire, pour prendre une chance, des fois, ça fait mal. Et que tu réalises que, oups, j'aime pas ça prendre des chances parce que ça me blesse. Je vous donne un exemple personnel. J'étais très bon à l'école primaire. J'avais des 90, 95, 100 dans mes notes. Et j'étais toujours donc le premier à lever la main pour répondre à une question du professeur. Un jour, classe de mathématiques, 5e année, je m'en souviens comme si c'était arrivé ce matin, le professeur demande 6 fois 7. Et je lève ma main comme toujours en premier. Oui, Jocelyn. Et là, je réponds 48. Tout le monde part à rire, mais la classe éclate de rire. Et je me souviens du sentiment à ce moment-là d'avoir honte. Si j'avais pu creuser un trou dans le plancher de la classe pour disparaître, je l'aurais fait. Imaginez un petit garçon de en 5e année, 4e, 5e année, et qui, tout d'un coup, se sent ridicule. Je suis tout le temps bon, moi. Tout le monde me trouve bon, tout le monde me trouve pas, tout le monde m'aime. Et là, je suis la risée de la classe. Je suis comme le niaiseux. Ça faisait mal. Pensez-vous que j'ai levé la main aussi vite la fois d'après? Pas du tout. Tout d'un coup, je ressens ça encore. Et donc, on apprend dans la vie à ne pas prendre de chance. Dans le cours d'école, tu es fin, tes amis t'aiment, mais au ballon chasseur, toi, tu es bien mauvais. Et tu es tout le temps le dernier sur le mur. Hein? Ah, correct. On va prendre Jocelyn. Hein?
n'aimes pas ça jouer au ballon chasseur après un bout de temps parce que le sentiment d'être ridicule, personne n'aime ça. Et donc, dans la vie, on apprend que, oups, il ne faut pas prendre de chance. Mais en même temps, on est fait pour grandir. Ça, c'est l'analogie du crabe. Le crabe, vous avez trouvé ça dans mon livre, c'est un animal, vous savez, c'est pas un animal, un crustacé qui a besoin de sortir de sa coquille pour grandir. Un peu comme un serpent, mais un homard, un crabe, doit sortir de sa coquille, c'est-à-dire qu'il se fait une nouvelle carapace. Il laisse donc tomber sa carapace pour s'en faire une nouvelle. On peut imaginer qu'un crabe dans le fond de l'océan, ça n'a pas beaucoup de prédateurs. Hein? C'est un animal, du moins un crustacé, qui est assez bien protégé. Mais sans carapace, extrêmement vulnérable. Et donc, le crabe doit se trouver un endroit sécuritaire pour être capable de muer, pour laisser aller sa carapace et s'en faire une nouvelle. Les humains aussi, on est fait pour grandir. Si on ne peut pas grandir, si on reste dans notre carapace, qu'est-ce qui se passe? C'est en dedans qu'on force. Et là, on se crée des problèmes parce qu'on a besoin de grandir. On est là pour apprendre. On est là pour se développer. Et donc, on se crée des problèmes de famille, on se crée des problèmes d'emploi, on se crée des problèmes de santé parce qu'on a besoin d'expérimenter des choses qui nous font grandir. Des choses que je dis, c'est mieux de choisir les choses qui nous font grandir et donc de prendre des chances, de lever sa main. Et donc, si vous voulez avoir une vie plus riche, plus audacieuse, qui vous nourrit plus, une des choses que je conseille aux gens de faire, c'est lever votre main. Portez-vous volontaire, prenez des chances. Et donc, le crabe qui doit, lui, sortir de sa carapace, très vulnérable, s'il ne peut pas se trouver un endroit sécuritaire, le crabe tombe en état de stress. Et donc, les humains aussi. Ça m'amène à l'analogie du poisson rouge. Vous savez peut-être que si vous prenez un poisson rouge et que vous le mettez dans un petit bocal, le poisson rouge, il reste petit. Vous prenez le même poisson rouge, vous le mettez dans un grand bocal, le poisson rouge grandit. C'est donc l'environnement du poisson rouge qui détermine sa taille. Les humains, on est un peu pareil. Quand on a l'impression qu'on ne peut plus apprendre, on ne peut plus se développer, on ne peut plus grandir, peut-être que ce n'est pas nos compétences ou nos habiletés qui font mettre en question. Hein. Souvent, on pense que c'est moi, je ne suis pas assez bon, je devrais être plus capable, je devrais... Non, des fois, c'est juste qu'on n'est pas dans le bon bocal. Il faut changer d'environnement, il faut changer de bocal. Il faut se trouver quelque chose de plus grand qui nous appelle à nous étirer. Je suis sûr que vous avez tous vécu des expériences en changeant d'emploi, en changeant de quartier, en changeant de pays, en visitant, par exemple, où là, d'un coup, vous apprenez des nouvelles choses, vous découvrez des choses, vous prenez de l'expansion, vous grandissez et votre vie s'enrichit de nouvelles situations, de nouvelles circonstances. Et donc, l'analogie du poisson rouge nous rappelle que il faut constamment, si on veut se développer, si on veut grandir, trouver des environnements qui favorisent notre croissance, qui favorisent notre développement. Ça demande une certaine volonté. Comme on est habitué dans nos vies, ou du moins dans nos pays plutôt développés, à être relativement confortable. On a des environnements qui sont assez sécures. On n'est pas trop stressé dans la vie. On peut l'être, mais la plupart d'entre nous, on mange correctement, on a des emplois convenables, mais c'est en dedans souvent qu'on ne se sent pas nourri. Et donc, il faut trouver des façons de sortir de nos environnements et se forcer un peu à le faire. Je vais vous parler d'une autre analogie pour comprendre cet exemple-là. C'est celui de la grenouille, l'exemple de la grenouille. Vous savez peut-être, vous ne faites pas ça à la maison, là, mais si vous mettez une grenouille dans un pot d'eau bouillante, donc vous faites bouillir de l'eau, vous mettez une grenouille dedans, la grenouille, parce que c'est un animal à sang froid, sans le changement de température subi, et elle va sauter en dehors du pot, c'est-à-dire qu'elle ne restera pas dans le pot. Mais par contre, si vous prenez une grenouille, vous la mettez dans un chaudron d'eau froide, et que vous faites monter la température, et que tranquillement, la température change, la grenouille ne se rend pas compte du changement, elle va mourir ébouillantée. On est, nous aussi, les humains, on peut comme ça. On se contente ou on vit dans des environnements qui pourraient être néfastes pour nous, qui sont mauvais pour nous et qui, parce qu'ils ont toujours été là, parce qu'on a arrêté de les questionner, parce qu'on ne se pose pas trop de questions sur nous et sur notre bien-être dans ça, on endure des circonstances, on tolère des faits qui, autrement, nous rendraient malheureux. C'est-à-dire que si on tombait dans cet environnement-là aujourd'hui, on se dirait, est-ce que vraiment c'est là que je veux être? Et donc, une des difficultés aujourd'hui, c'est de comprendre comment est-ce qu'on sort de l'environnement quand on est déjà. Et donc, ça demande de prendre un peu de recul et de travailler avec des gens qui nous aident à voir autrement. Et donc, ces gens-là, il y en a partout autour de nous. Hein. Je dis, moi, si vous voulez connaître la réponse à votre question, regardez à qui vous posez la question. Hein? Et les personnes à qui on demande, on sait qu'ils vont donner tel ou tel genre de réponse. Donc, si vous voulez connaître la réponse à votre question, regardez à qui vous posez la question. Les humains, on est des gens, on communique. On communique toujours, on le fait en parole, on le fait en geste, on le fait en étant les uns avec les autres. Et donc, je vais vous parler d'une autre analogie de mon livre qui est celle de la bardane. La bardane, le chardon, les tocs, hein, vous connaissez ça, ça s'accroche après les vêtements. Ça s'accroche aussi facilement après le poil des animaux. Et c'est comme ça que la bardane se reproduit. C'est-à-dire, elle s'accroche après vos vêtements, le poil des animaux, et puis au hasard des chemins où elle tombe, les graines se produisent et poussent comme ça.
Mais les humains aussi, on se sème. Évidemment, ce n'est pas des graines qu'on sème, mais ce sont des idées. Hein? Donc, les gens qu'on rencontre, on échange avec eux, on plante des idées chez les autres et les autres en plantent chez nous et on part avec ça. Et donc, si on veut changer de façon de voir, il faut regarder qui est-ce qui cultive notre jardin. Qui sont les gens? Qu'est-ce qui sèment chez nous? Quelles sont les graines qu'on fait pousser dans ma tête et quelles sont les graines que je fais pousser chez les autres? Quelles sont les conversations que j'ai? Est-ce que je suis quelqu'un qui, dans la vie, voit toujours le verre à moitié vide? Que je me plains de ce que j'ai pas, mais je ne fais pas d'effort pour avoir ce que je voudrais. Hein? Si j'étais, si j'avais. Et si on change notre conversation, si on sème d'autres graines chez les autres et chez nous, et qu'on se met à regarder la vie comme étant une possibilité, c'est-à-dire qu'est-ce que je voudrais et qu'est-ce que je pourrais faire pour l'avoir, et que là, plutôt que de regarder l'impossibilité, on regarde les possibilités de la vie, il n'y a pas de limite. Regardez, on est autour ici dans une serre, ça pousse ici de façon magique. Mais ce n'est pas magique, c'est la nature, c'est la vie, c'est fait comme ça. C'est vrai aussi pour nous, les humains. La vie est faite d'abondance, est faite de choses qui sont là pour nous servir. Il faut apprendre à aller les chercher et à les demander. Et souvent, on ne le demande pas. Et donc, une des choses que moi j'ai appris dans ma vie, c'est de faire des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, de demander des choses qui sortent de l'ordinaire, de l'impossible même, parce que ce qui semble impossible pour moi est très possible pour quelqu'un d'autre. Et donc, c'est possible dans la vie, ces choses-là. Et donc, encore une fois, il faut voir quelles sont les conversations que je tiens, quels sont les échanges que j'ai avec d'autres. Est-ce que je parle de possibilité ou d'impossibilité? J'étais il n'y a pas longtemps avec une jeune dame qui était devenue, par héritage, millionnaire et qui avait réalisé tout d'un coup que toutes les choses qu'elle avait dit au cours de sa vie, si j'étais riche, je ferais telle chose, j'écrirais un livre, je partirais en voyage, je m'achèterais une maison, j'aurais... Et là, tout d'un coup, qu'elle avait l'argent, elle réalisait qu'elle ne faisait pas plus ça. Elle n'écrivait pas plus de livres, elle ne voyageait pas plus. Et que tout d'un coup, l'excuse de l'argent disparaissant, elle devait se poser des questions sur « mais qu'est-ce que je veux vraiment? » C'est ce que je vous invite à faire, c'est regarder qu'est-ce que vous voulez vraiment. Est-ce que dans la vie, vous avez ce que vous voulez? Ou est-ce que vous avez la vie qui vous a été donnée parce que les circonstances les ont présentées comme ça? Avez-vous fait des choix? Au contraire, est-ce que vous avez pris ce qui était offert? Ça peut être correct. Hein? Je ne dis pas que ce n'est pas correct de prendre ce qui vous est offert, mais si on n'est pas satisfait, si on n'a pas la vie qu'on veut, si on n'a pas une vie qui nous nourrit, si on se sent mené par la vie puis que ce n'est pas nous qui menons notre vie, bien là, il faut se poser des questions sur qu'est-ce qu'on veut et faire des gestes en conséquence. Et je vais vous laisser sur une dernière analogie. C'est celle de l'avalanche. Vous savez que si vous regardez une photo d'une montagne avec une avalanche se déclenche, c'est parfait. Tout est stable. Il n'y a absolument aucun signe d'une avalanche et de la catastrophe qui va se passer dans les minutes qui vont suivre. Mais ça prend des fois un petit changement de température, un son, un skieur qui passe, un petit geste de plus et tout d'un coup, ça déboule. Dans nos vies aussi, c'est comme ça. On a l'impression des fois qu'on fait des efforts et qu'on fait des efforts et qu'on recommence et qu'on reprend et que ça ne change rien. Des fois, il faut en faire juste un peu plus. On ne sait jamais quand ça va se passer. Ce que je vous encourage, moi, puis ce que je fais dans ma propre vie, c'est de dire, je ne sais pas quand ça va arriver, mais j'arrête d'avoir ce que je veux quand j'arrête de faire les efforts pour l'avoir. Hein? Si je suis convaincu que c'est possible, je continue à faire ce qu'il faut. C'est quand ça devient impossible dans ma tête que ça commence à être impossible. Et donc, l'analogie de l'avalanche, c'est ça. C'est je continue ou continuons à faire des choses qui sont dirigées vers ce que je veux et éventuellement, ça finit par arriver. Je vous laisse là-dessus. Ça a été un plaisir. Merci.